Merci beaucoup Albert Hanor, merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui chez vous. Merci beaucoup à l'association qui s'occupe de la poésie, au banc des Paquis. Merci à vous d'être là avec ce temps original au moins. Nous sommes braves ensemble. Je vais vous lire des poèmes et des textes plus ou moins poétiques écrits directement en français. Je suis écrivain de langue française. Je vais commencer avec quelques textes du premier livre que j'ai publié il y a 30 ans, que j'ai appelé 4x4 poèmes tout-terrain. Colonne de sable. Une vieille dame qui passe sur le trottoir, dans le centre de la ville, s'arrête devant une poubelle située à côté d'un banc public, regarde autour d'elle et commence à caresser les bouts de carton qui débordent de la corbeille, en disant « Quelles jolies fleurs! Mais comme elles sont belles ces fleurs et comme elles sentent bon !» Peu après son exclamation, quelqu'un qui l'avait entendu, un homme dans la quarantaine, s'approche d'elle et prononce à voix basse. « Non, madame, excusez-moi, ce sont des touches de piano. Ce sont des touches de piano. » À propos de grand-père, chaque matin, il me réveille en me racontant la même histoire. Lorsqu'il était à la guerre et que cette nuit-là, une nuit sans lune, ils sont venus les tanks. Chez eux, sur eux, le ciel rouge de fusées, la terre secouée par les obus et les grenades, les tranchées effondrées. Quelques-uns commençaient à pleurer. Les plus terrifiés se faisaient dessus et parmi les ordres des officiers, le sang coulait dans la poussière et séchait jusqu'à ce que viennent les infirmiers. Aveugle, sans yeux. Tu entends sa musique lorsque tu passes sur la place du marché, le mercredi et samedi, parmi des stands chargés de fruits et de légumes. Parfois, tu peux le voir devant la gare ou dans le passage souterrain qui mène aux voies. Se tenant droit, d'une main, il tourne la manivelle de son orgue de barbarie et de l'autre, quand il entend qu'un passant laisse tomber une ou plusieurs pièces de monnaie dans une boîte de conserve en fer blanc, il actionne les leviers qui font lever et reposer sa casquette à un chimpanzé en peluche, en signe de merci. Tout près de lui, la laisse sous ses pieds, il garde son berger allemand, étendu dans une petite tente sur laquelle est collée une affiche qui te prie de ne pas donner à manger aux chiens. Il change de main et, de temps en temps, étend le bras et prend la boîte par le dessus. Il verse les pièces de monnaie dans sa paume, remet la boîte à sa place et commence à compter son argent entre le pouce et l'index. Il met une partie des pièces dans la poche droite de son pantalon et le reste dans la poche arrière. Le poème Sans-abri. Depuis bientôt 5 ans, sans carte d'identité sur lui ou un autre papier de ce genre, il passe ses journées dans la ville de Lausanne, accueilli par tous et chacun des habitants de l'endroit qui ne font plus attention à sa présence et le laissent faire comme s'ils étaient chez lui. Tu peux le voir souvent seul, en parcourant les trottoirs parmi les passants pressés d'arriver à l'heure au rendez-vous ou simplement chez eux avant le téléjournal de 20 heures. Parfois, il est accompagné par un lécheur de vitrine et chaque après-midi,
dans les sacs en plastique des consommateurs, il fait la sieste. Certains soirs, il boit de l'eau à la fontaine de la place de la Palue. Photographie de mariage. Hier matin, pendant la messe, vers 10h30, quand le prêtre commençait à parler de la famille, René a fumé dans l'église, assis sur le banc, entre sa mère et le monsieur de l'assurance. Il regardait les vitraux et les anges sur les murs, tournait de temps en temps la tête vers la porte d'entrée, soufflait la fumée par le nez et mettait les cendres dans le paquet vide posé sur ses genoux. Rue du Maupas, numéro 7. Tu regardes comment les fleurs de tilleul se suicident dans l'été et tu habilles les couleurs en rythme de fanfare. À la marge de tes pas, l'ombre s'accroche aux pierres, à la barrière. Tu commences à verser inconsciemment la caresse dans les moules et je te dis que si tu manges tout dans ton assiette, nous prenons le tricycle et nous irons au parc voir les biches. Biographie. Ce mot frappe ma tête contre la table. Table, 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 ta mère. L'affirmation d'un propriétaire. Pour moi, la semaine commence le mardi, à l'heure où le camion poubelle s'arrête à la porte et deux hommes en loque entrent dans la cour sans sonner, vont au tonneau de fer blanc rouillé sur lequel il est écrit en grand 69, peint en vert, le saisissent par les poignets et le traînent jusqu'à la route où ils le vident dans le broyeur du camion. Après quoi, ils le ramènent à l'angle de la maison et partent plus loin. Épingle de sûreté. À l'époque, dans les écoles, les professeurs apprenaient à rire à nos grands-parents. Comme devoir à la maison, ils achètent leur croix et ils la gardent dans la chambre d'à côté, entourés d'un molleton dans un coin, avec leur photo dessus, comme si la cuisine des vieux, le matin, sentait l'ail. Trombone. Tu connais très bien le secret pour ne pas être déclaré fou, puis interné. Tu ne m'as jamais dit comment tu t'appelles, quel âge tu as, ni où tu habites. Je t'ai vu traverser la route en tournant la tête d'un côté, de l'autre, descendant du trottoir sur le pavé de granit, marchant sur les lignes blanches, mettant un pied sur la bordure, puis l'autre à côté. Le lendemain, nous nous sommes photographiés ensemble. La devanture d'une cave. Elle enlève le duvet qui couvrait la moitié de son corps,
allume la lampe de chevet et commence à chercher dans la chambre à coucher un objet dont elle est la seule à connaître l'existence. Elle ouvre les tiroirs de tous les meubles, sort les habits, les draps, les linges, les souliers, la vaisselle, met par terre les pots de confiture, les serviettes de la salle de bain, les parfums et les savons. Elle jette sur le divan les livres de la bibliothèque, change les disques de place, enroule les tapis et les range dans le hall de l'appartement, déchire la couture d'un fauteuil, puis appelle son concubin, qui dort toujours, allongé sur le dos, les mains sous la nuque, au lit. Chérie, tu m'as pas apporté un cadeau aujourd'hui? Il se réveille en frottant ses yeux à l'aide du dos de ses mains, regarde pendant quelques instants la nouvelle configuration de la pièce et sort d'une poche de son pyjama une enveloppe jaune qu'il tend à sa concubine désemparée en prononçant « Voilà ton cadeau. J'ai totalement oublié de te le donner. Excuse-moi s'il te plaît. » Elle prend l'enveloppe et l'ouvre immédiatement et découvre à l'intérieur un billet imprimé portant le texte suivant. Migros vaut l'hétéro. Von café 200 grammes, 10 francs 60. Andy, 3 fois 700 grammes, 4 francs 50. Carte vœux, 2 francs 80. Sac ordure, 1 franc 70. Cabas, 0,30 francs. Candidat Piperm, 2 francs 80. Dynamique SH, 2 francs 50. Cuillère à moka, 3 fois 0,60, 1 franc 80. Cuillère à soupe, 1 franc 20. Pain bûcheron, 2 francs 20. Montant à payer, 30 francs 40. Espèce 100 francs, rendu 69 francs 60. Code 2, total 62,72. Taux 6,5%. 2%, TVA 1,05, 0,25, montant 17,60, 12,80, contribuable TVA numéro 202 498. Merci de votre confiance. Elle lit attentivement et s'exclame « C'est quoi ça ?» Il lui dit, les yeux ouverts, « C'est un poème. » Les signes d'un passage. La course a eu lieu un samedi après-midi à Lausanne. L'itinéraire des coureurs commençait sur la place Saint-François, puis descendait l'avenue du Théâtre afin de rejoindre l'avenue de la Gare, d'où il continuait sur l'avenue d'Ouchy jusqu'au port, sur le quai, le bord du lac étant la ligne d'arrivée. Il y avait beaucoup de monde qui regardait les concurrents depuis les trottoirs et leurs fenêtres. Les gens applaudissaient au passage de chaque peloton. Ils disaient « c'est beau à voir ». Et autres commentaires de ce genre. Ils regardaient leurs montres bracelets et faisaient des pronostics sur les éventuels records qui pourraient tomber dans la soirée. Les enfants connaissaient tous les noms des vedettes qui participaient à cette manifestation. Ils étaient au courant de toutes les préparations de la veille et connaissaient même par cœur les noms des sponsors. Le lendemain, on a pu lire dans le journal de la région que le gagnant était celui qui avait 29 ans et qui portait le maillot avec Brasserie de la Sala, chez Georges à Air-Route, téléphone 021 653 05 75, café thé 270, serveur 2, 6060, le 28 janvier 1995. Un poème sans titre. Comme un boitement, monsieur.
Comme un boitement, le poème est passé par là. Habillé en pyjama, les mains dans les poches, mal rasé et une cigarette allumée au coin de sa bouche, en gardant sur lui l'odeur des femmes. On a fini le premier recueil, une partie des poèmes du premier recueil, donc 4 x 4 poèmes tout terrain. Maintenant, on passe au deuxième recueil avec lequel j'ai gagné le prix Rilke à Sierre. Il s'appelle Arrêt déplacé. C'est un titre inspiré de ma vie de chauffeur de bus parce que je fais aussi chauffeur de bus à Lausanne depuis bientôt 34 ans. Arrêt déplacé, poésie. 5 petits grains. Elles sont au lit. Vous n'êtes pas aveugle. Ils sont en train de casser la baraque. Vous avez 10 jours pour payer. Je suis tout nu. Toboggan et trampoline. Il monte dans le trolleybus par la porte arrière. Il marche dans le couloir du véhicule. Il va vers la porte avant. Il arrive tout près du conducteur. Il se tient de ses 2 mains à la barre verticale située à sa proximité. Il regarde celui qui est au volant et il lui parle. Oh, je suis sorti de chez moi. Ce soir, j'ai un jeune à la maison. Il regarde la télé, un match. Moi, je déteste le foot. Je suis sorti boire un café à Saint-François. Maintenant, je rentre. Des fois, je vais jusqu'à Genève. Il faut que je rentre avec l'avant-dernier train. Sinon, je n'ai plus de bus depuis la gare pour rentrer chez moi. La dernière fois, j'ai dû revenir depuis Genève avec le dernier train parce que j'ai loupé celui d'avant. Depuis la gare de Lausanne, je suis allé à pied jusqu'à chez moi. Je suis arrivé tard et j'ai même joué un moment avec l'ordinateur. J'ai 2 ordinateurs à la maison. Puis, je suis allé au lit. J'ai bien dormi cette nuit-là. J'ai 1800 films chez moi. Sur des cassettes vidéo, je me suis acheté une télé dès qu'elles sont sorties sur le marché. Dans mon quartier, j'ai été un des premiers propriétaires de télé, noir et blanc. J'aime bien la télé. Comme je suis seul, c'est quelqu'un dans la maison. J'arrive et j'allume tout de suite. J'ai 3 vidéos. L'une d'elles est de réserve, au cas où les 2 autres tombent en panne. Je prête des films aux gens sans les faire payer, surtout aux jeunes. Ils viennent même des fois pour voir des films chez moi. Leurs parents me remercient pour ça, en me disant qu'ils sont contents comme ça, puisque leurs enfants ne sortent pas dans les boîtes. J'ai beaucoup de relations avec les jeunes. Ils sont étonnés parfois de voir comme je m'adapte à eux, comme je parle avec eux. Je fais partie d'une association qui aide les jeunes qui veulent sortir de la drogue. Je leur donne de la méthadone. Je suis aussi diacre dans une église catholique. Quand vous aurez une vidéo, je vous prêterai volontiers des films. J'ai Louis de Funès, Hitchcock, Les Corbeaux, Tati, il ne parle pas beaucoup, Charlie Chaplin avec Le Dictateur et les autres, Fernandel, j'ai des dessins animés, Tom et Jerry, Le Lapin, j'ai Le Bossu de Notre-Dame. J'ai beaucoup de films et j'enregistre toujours des nouveaux et des anciens en noir et blanc. Les jeunes n'aiment pas les films en noir et blanc. Quand ils me demandent un film et je leur dis qu'il est en noir et blanc, ils me disent non, on ne veut pas en noir et blanc. Des vacances au centre-ville. En sautant depuis le plancher du véhicule sur la porte, par la porte du milieu, directement sur le trottoir, ils descendent du trolleybus à l'arrêt Fauconnière. 1, 2, 3, 4, 5 adolescents, maintenant allant à pied, parlant à haute voix,
passant devant les caissettes à journaux, sur le bas desquels frissonnent les manchettes. 24 heures, grand quotidien suisse. Nageur happé par un bateau de la CGN. Le nouveau quotidien, journal suisse et européen. Le secret bancaire a-t-il encore un avenir? Le matin, le quotidien roman. Pays-Bas, 12 petits Suisses miraculés. Journal de Genève et Gazette de Lausanne. L'Europe de l'Est, le rêve des paysans suisses. Pistache. Le nombre de crayons que j'ai utilisés, le nombre de stylos que j'ai cassés, le nombre de crayons colorés que j'ai touchés, le nombre de craies que j'ai épuisées, le nombre de machines à écrire que j'ai touchées, le nombre d'ordinateurs sur lesquels j'ai travaillé. La somme des mots que j'ai exprimés face à face avec l'expression. Parcomètre collectif, maximum 1 heure, 8 heures, midi 30, 13h30, 19h, jour ouvrable, samedi jusqu'à 17h. Fait que tout mot inscrit quelque part est soumis à une amende que je paye sans arrêt pour échapper à l'art de la bureaucratie. Postulat. Noyau avec verre, né en bouche de femme, d'une cerise je me suis échappé. Craché du bout de la langue sur des fioles de levure, j'ai grandi parmi des éclats de verre et des mégots. Plus tard, je suis tombé amoureux d'une bestiole mourante et je l'ai fait enterrer à la racine d'un coquelicot. Une fois, je me suis cassé une côte dans un bouchon de bouteille de bière. Pour cause de sans-abri, j'ai été emprisonné dans le tombereau d'un balayeur et, condamné au crématoire des ordures, je me suis évadé du sac poubelle avec une épingle rouillée, puis on est devenus des amis. J'ai connu des tas d'intérieurs de corbeilles à linge sale. Mes yeux vous regardent depuis la hauteur des semelles antidérapantes, en cuir ou plastifiées. Maintenant, je suis en vacances et je cherche un rond de fleurs sur lequel a chié au moins une vache. Plus tard, j'irai trouver les mains d'une demoiselle pour qu'elle me lave le dos dans une tasse remplie de thé. Camion et transport rail. Je lis dans un dictionnaire explicatif, je lis le mot pellucide. J'apprends que le mot pellucide est un adjectif. Ce mot vient du latin pellucidus. Je suis assis sur un banc métallique. J'ai ce gros livre ouvert sur les genoux et je réalise que pellucide est synonyme de transparent. Je regarde autour de moi. Il y a peu de passants sur ce trottoir. À cet arrêt de bus sur le banc, je suis devant ce mot qui veut dire translucide. Pellucide suit le mot pélobate. Je fume une cigarette sans filtre. J'ai jamais entendu quelqu'un prononcer ce mot pellucide. Je ne crois pas que je vais utiliser une fois ce mot. Je vois le mot pelard sur la même page que le mot pellucide. Il fait nuit. Il est 22h39 et sur l'enseigne lumineuse électronique accrochée sur le mur du grand bâtiment de la place se déroulent continuellement les mots. Police 117, feu 118, urgence médicale 144, foire de Bâle du 13 au 14 mai 1997, Salon international de la logistique intégrée. Votre publicité sur ce journal lumineux, téléphone 312 80 05, mercredi 30 avril au 4 mai, 11e Salon international du livre, de la presse et du multimédia, Palexpo Genève, l'espace intelligent. Plateau asymétrique.
Je range la pluie de ma langue tachée par le dépôt de jus de carotte, de café soluble, de grillades de volaille et de tabac. Les paroles dorment sous les gouttes d'eau comme des moineaux. J'ai un continent d'oiseaux dans ma bouche. Tous secouent les ailes. De temps en temps, ça donne suspendu, Y virgule, os, point, triage, je, masse, huile, espace, carambar. Je suis le descendant de la pluie ménagère, celle qui évite les gouttières. Délinquante météorologique, elle fait que mes lèvres s'ouvrent chaque fois comme un œuf qui se casse pour que tu puisses faire une bonne omelette orme, barre droite, musique, tarif, basalte, hilardon. Solution basique. Aujourd'hui, ma montre, regardez plusieurs dizaines de fois. 5h15, le goût de pain. 5h22, le verre cassé dans le lavabo. 5h38, la lame du couteau. 6h02, le titre de la une du journal. 6h12, un soulier taché de terre. 8h13, une femme souriante. 8h40, l'odeur de frites. 9h03, le gamin qui donnait des coups de pied dans la jambe de sa maman. 9h10, la vieille courbée comme une harpe. 9h18, 15 enfants de 9 ans et leur maîtresse. 9h19, l'adolescent assis sur les escaliers de la banque. 9h20, la dame qui marchait en pleurant et essuyait ses larmes à l'aide d'un mouchoir. 9h32, la voiture de sport qui passe au rouge. 10h05, à 14h53, la porte avant, pare-brise rétro, volant, rétro, porte arrière, pare-brise, volant, rétro, pédale, volant, volant, pédale, rétro, pare-brise, volant, porte arrière, bouton, poussette, rétro, pédale, manette, pare-brise, rétro, volant, pédale, rétro, rétro, abri, arrêt, 16h28, bouteille de Salvagnan, vente des citoyens de Prévranche. La bouteille, 22 francs. Made in rue Floréal. Pendant qu'elle me parle, sa jambe gauche dans la salle de bain, l'autre jambe autour de mon cou, un gang de serpents domestiqués vadrouille dans le lit où je vois leur éclaireur descendre sur le parquet. Certains sont montés sur ma chaise et elle me parle toujours comme une montagne boisée qui saute dans toute la farine de la ville. Les draps du lit palpitent et se déchirent en électrons. Elle fait venir sur l'oreiller la jambe de la salle de bain, puis commence à pratiquer du ski avec ses lèvres sur mon front. Les serpents sont en train de se noyer dans ma salive. Ils quittent le lit et partent sur la téloche. Dans le bistrot d'en face, 3 postiers boivent du café. Sa jambe droite tangente à mes mâchoires, l'autre jambe en l'air comme une bougie pyramidale. Je veux sortir du lit et elle qui parle. Voilà, sur cette photo, ça, c'est moi. Et ça, c'est mon sac d'école. Les serpents s'amusent et ils m'écrivent sur le parquet en faisant des lettres de leur corps. Il faut que tu lui dises que la boîte à lettres déborde de courrier. Arbre à cames. Je parle de vous. Vous êtes une drôle de machine à écrire. Je parle de vous et vous parlez de moi sans qu'on se demande la permission. Le poème est un coquin qui passe d'une bouche à une autre comme un pont qui relie Ouchy à Évian. La vie de n'importe qui a de la place dans un format A4.
ma vie peut se faire de la place dans une lettre de n'importe quel alphabet. Dans une lettre écrite à la main ou à une machine à écrire ou en tapant sur les touches d'un ordinateur, ma vie en un mot, deux mots, plusieurs mots, quelques lignes d'écriture, de langage, quelques pages, moins d'une page, paragraphe et à la ligne. Dans une enveloppe pigeon voyageur, ma vie est une lettre de n'importe quel mot. Ma vie passe par la poste, elle est lue à la télé, écoutée. Ma vie sur Internet, dans un journal public tirage mondial, ma vie c'est une phrase, un signe typographique, une faute d'orthographe. Un mot comme les autres. Dans chaque mot, il se trouve qu'il y a tous les autres mots. Ma vie dite à l'encre, scannée, photocopiée, multipliée, censurée, annotée. La vie de n'importe qui a de la place dans un format A4. Bingo, bango, bingo, bango. Je vois de plus en plus de gens qui parlent seuls. Ils sont seuls dans la rue et dans les bus et ils se parlent à eux-mêmes et à haute voix et je les entends dans cette ville que j'habite depuis 12 ans et ils parlent tous de plus en plus seuls et cette ville n'est plus comme elle était il y a 12 ans. Cette ville connaît de plus en plus de gens qui parlent tout seuls dans les magasins, les gares et les restaurants. J'écoute et je regarde ces gens tout seuls qui parlent à haute voix aux gens qui sont seuls et ne parlent pas. Et je vois que les regards de ces gens qui parlent tout seuls ressemblent étrangement au regard des poissons exposés dans les vitrines des poissonneries, étalés sur une couche de petits glaçons qui ressemblent étrangement au regard des gens qui ne parlent pas tout seuls en écoutant ceux qui parlent seuls tout seuls. Place assise. Il s'approche du trolleybus, s'arrête devant la porte avant, appuie sur le bouton extérieur qui enclenche l'ouverture et, une fois l'entrée libre, il monte dans le véhicule en mettant ses pieds sur les deux marches qui mènent au plancher. Habillé d'un t-shirt blanc avec, imprimé au niveau du cœur, un rectangle sur lequel est écrit « Broie du Noir ». Il regarde le conducteur, lui dit bonjour et se déplace vers une place assise, libre. Bagage à main. Sophie est étudiante, Sophie va commencer ses études à l'Uni. Elle est en vacances. Sophie, elle vient de s'engager pour quelques mois comme caissière. Sophie comme manutentionnaire. Sophie dans un supermarché. Sophie travaille pour gagner quelques sous pour elle. Elle a 19 ans, Sophie. Sophie raconte comment on lui apprend à pratiquer le SBAM. Au supermarché, tous les employés du supermarché doivent pratiquer et pratiquent le SBAM. Une invention du service de la communication du supermarché, le SBAM de Sophie. S, sourire, B, bonjour, A, au revoir, M, merci. On a fini des poèmes du deuxième livre. Maintenant, on va passer à des poèmes en prose du premier roman, la Symphonie du Loup, publié chez José Corti à Paris. Donc il n'y a pas de titre, c'est des chapitres plus ou moins poétiques, plus ou moins en prose de ce roman de 400 pages. La petite veut la brosse à dents de la grande. La grande ne veut pas prêter sa brosse à dents. La petite commence à crier. La grande tient sa brosse à dents derrière son dos. Dans une de ses mains, elle la serre et s'éloigne de sa sœur. La petite, debout sur le couvercle des toilettes, pleure et appelle sa mère pour lui dire qu'elle veut la brosse à dents vertes grande et avec le manche fluorescent. La grande dit non, non, non. Les deux filles ont un tube de dentifrice à elles. Il a des visages d'enfants dessinés dessus. Ce tube est plus petit que les deux autres tubes de dentifrice
du support en verre de la salle de bain et il a un bouchon rouge. La petite dit « Maman, viens, viens !» La grande essaie de mettre du dentifrice sur sa brosse. La petite essaie de lui prendre la brosse à dents de sa main droite. La grande prend dans sa main gauche sa brosse. Les autres tubes de dentifrice ont des bouchons blancs, ils n'ont pas de visage dessiné dessus, ils ont des lettres imprimées en vert et elles composent le nom de la marque du dentifrice. La brosse à dents de la petite est plus petite que la brosse à dents de la grande. Elle est orange et ses poils sont plus fins que les poils de toutes les brosses à dents du verre transparent. La petite ne veut plus de sa brosse à dents. Elle veut maintenant la brosse à dents de la grande. La mère arrive et essaie de la convaincre d'utiliser sa brosse à dents. La petite prend du verre sa brosse orange et la jette par terre sur les catelles blanches de la salle de bain. La grande commence à pleurer en disant « Je ne veux pas lui donner ma brosse à dents ». La mère appelle le père. Elle dit à la petite « On ne prête pas sa brosse à dents ». La petite tend sa main droite vers sa sœur et essaye de nouveau de lui prendre sa brosse à dents, qu'elle serre entre ses doigts. La mère repousse la main de la petite, la grande s'éloigne du lavabo, la petite crie, le père entre dans la salle de bain, prend toutes les brosses à dents du verre, demande à la grande sa brosse à dents, ramasse par terre la brosse à dents orange et jette dans la poubelle de la salle de bain toutes les brosses à dents du ménage et dit ce soir il n'y a pas de brosse à dents. La petite avait deux brosses à dents et la grande avait deux grandes brosses à dents. Le père et la mère avaient chacun deux brosses à dents. Les deux filles quittent la salle de bain en pleurant. Chacune va dans sa chambre. La mère leur dit « Demain, on ira acheter des nouvelles brosses à dents ». La petite pleure en disant « Je veux une brosse à dents comme ma soeur ». La grande pleure en disant « Elle est petite, elle ne peut pas avoir une grande brosse à dents ». Le père est dans le hall de l'appartement et dit en pyjama, demain on va régler cette histoire de brosse à dents. La petite va vers sa mère et la questionne. Maman, pourquoi papa a jeté les brosses à dents à la poubelle? La mère la prend dans ses bras et lui dit, viens dans ta chambre, je vais te raconter l'histoire des brosses à dents. Il y avait deux belles filles qui habitaient avec leurs parents au rez-de-chaussée dans un appartement d'un petit immeuble. Entre la grande et la petite, il y avait une différence d'âge de 6 ans. La grande allait à l'école, en deuxième, la petite allait à la garderie 3 fois par semaine. Chaque fille avait sa chambre et ses brosses à dents. C'est qui la petite fille de l'histoire? C'est moi. Chaque soir, avant d'aller au lit, les deux filles se lavaient les dents dans le lavabo de la salle de bain. La grande debout devant la glace et la petite debout aussi sur le couvercle en plastique des toilettes. C'est qui la grande fille de l'histoire? C'est ma sœur. Un soir, la petite voulait se brosser les dents avec une des brosses à dents de la grande. Sa sœur ne voulait pas prêter sa brosse à dents et la petite a commencé à pleurer. Tu sais pourquoi on ne prête pas sa brosse à dents? Je ne sais pas. On ne prête pas sa brosse à dents parce que chaque brosse à dents veut laver les dents d'une seule personne. Elle ne veut pas laver les dents de 2 personnes ou de plusieurs personnes. Ah, pourquoi la brosse à dents de ma soeur ne veut pas laver mes dents? Parce qu'elle s'est habituée aux dents de ta soeur. Les dents de ta soeur sont habituées à cette brosse à dents et cette brosse à dents n'aime pas échanger les dents de ta soeur contre tes dents. Ah, pourquoi la brosse à dents de ma soeur n'aime pas mes dents? Parce que tu as ta brosse à dents et tes dents sont aimées par ta brosse à dents. Ah, pourquoi ma soeur a une grande brosse à dents et moi j'ai une petite brosse à dents? Tu as une brosse à dents petite parce que tu as des petites dents et ta soeur a une grande brosse à dents parce qu'elle a des dents plus grandes que les tiennes. Ah, quand les deux sœurs ont commencé à se disputer sur les brosses à dents, leur père est venu dans la salle de bain et il a jeté à la poubelle toutes les brosses à dents. Pourquoi papa a jeté les brosses à dents à la poubelle? Pour vous acheter des nouvelles brosses à dents, chacune de vous va choisir ses brosses à dents et chacune de vous va laver ses dents avec ses brosses à dents. Je veux des brosses à dents grandes et petites. Ta soeur veut aussi des brosses à dents grandes et petites. Pourquoi ma soeur veut des brosses à dents petites? Parfois, elle aimerait être petite comme toi. Elle aimerait être petite et brosser ses dents avec des petites brosses à dents. Ah! Le lendemain, les deux filles, accompagnées de leur papa, sont allées acheter des nouvelles brosses à dents au supermarché. Chacune des filles a choisi
2 petites brosses à dents et 2 grandes brosses à dents, et leur père a choisi 4 grandes brosses à dents pour lui et sa femme. C'est qui sa femme? C'est toi. La petite a une brosse à dents orange et grande et une brosse à dents rouge et grande. La grande a une brosse à dents bleue et petite, une brosse à dents orange et petite, une brosse à dents verte et grande et une brosse à dents bleue et grande. La petite a encore 2 petites brosses à dents et elles sont les 2 vertes. Donc c'est un autre chapitre de la Symphonie du loup, pardon. Je vois comment je deviens dingue. Je commence à tirer la langue devant la glace de ma salle de bain et je ne veux pas tirer la langue. Et je me regarde dans ce foutu miroir en train de faire des grimaces. J'ai l'envie d'aboyer, je suis en train de devenir dingue et je me rends compte de ça, bordel. Je suis en train de hurler et je m'entends hurler comme un loup. Je hurle comme un loup à la pleine lune. Nom de Dieu, je suis au bord de la folie. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'appelle une ambulance. Je tire en permanence la langue. Il faut que je réagisse. Il faut boire un coup. Je vais dans la cuisine en aboyant. Il y a de la vodka au frais, une bouteille de vodka au frais. Il faut que je boive un coup. Je bois en hurlant par le nez. Je ne sens rien quand j'avale la boisson. Je ne sens pas ma gorge. Il y a quelque chose qui craque dans ma nuque. Ma nuque est raide. Je pose la bouteille sur la table. Merde, ils vont appeler les flics. Ils vont dire aux flics que je suis devenu dingue. Ils vont venir avec une ambulance. Ils vont m'amener chez les fous. Nom de Dieu, il faut que je me réveille. Il faut que j'arrête de bouger cette mâchoire. Il faut que je fume une clope. La fumée de cette cigarette, je ne sens pas la fumée de la cigarette. Putain de merde, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre et de hurler vers la rue. Je suis en train de déconner. Il faut que je me calme. Encore un coup, je vais boire tout ce qui reste dans cette bouteille. Voilà, il n'y a plus rien. Ça va un peu mieux, j'ai une chaleur dans la gorge, je hurle moins fort maintenant, je bouge la mâchoire lentement. Je m'imagine la gueule à Philippe quand il va voir ça, il va me dire t'es foutu, t'es cuit. Il va rigoler, le con, je le connais, il va se foutre de ma gueule. J'ai des hallucinations, mon vieux. 2 femelles font du stop dans ton lit d'hôpital. Elles rigolent, les nanas. Regarde comment je tire la langue et ça les fait rire. Et quand je ne tire pas la langue, je hurle. Je marche dans la chambre et je hurle. Je m'arrête au milieu de la pièce et je continue à hurler. Je m'assieds sur une chaise et je tire la langue. Nom de Dieu, comme je suis dingue. Il faut faire quelque chose. Une piqûre, un calmant, s'il vous plaît. Merde. Je vois un crocodile dans ma baignoire. Il prend un bain, le salaud. Il est plein de mousse jusqu'aux dents. Il frotte sa queue contre le tuyau d'eau chaude. Ça va pas la tête, mon vieux. Couche-toi par terre sur le plancher. Endors-toi, il faut que tu oublies tout ça. Tu te rends compte, tu es en train de péter les plombs, tu es en train de perdre les pédales. Ils vont te mettre en camisole derrière des barreaux en fibre de verre. Ils vont te présenter comme un cas spécial, une anomalie de la nature. Les femmes viendront avec des appareils photo, tu vas prendre en pleine gueule leur flash, connard. Reste pas comme ça. Bois du vin, un verre de rouge, un verre de goron, ça fait du bien. Encore un verre de goron, ça va un peu mieux, le liquide glisse mieux. Il faut que je fasse encore un effort, encore quelque chose pour que ça passe. Nom de Dieu, j'ai des frissons. Je veux des couvertures, les filles, des couvertures en laine. Mettez les radiateurs au maximum, s'il vous plaît. J'ai de la pâte à modeler dans la bouche. Je tire la langue et je crache en couleur. Il faut que je foute dehors ce crocodile. Il bouffe mon savon de Marseille. Il faut que je trouve le remède à tout ça. Ça va pas du tout ce matin. Je mets la tête dans le bidet. Je hurle avec la tête dans le bidet. Je tire la chasse d'eau. Je sors la tête et je vois ce putain de crocodile passer entre mes jambes comme s'il n'y avait rien d'anormal dans cette baraque. Il faut que je rénove, que j'invente quelque chose. Il faut que j'écrive comment je tire la langue et je hurle à la fenêtre et comment ma nuque craque, nom de Dieu. Il faut que j'allume ce putain d'ordinateur et j'écrive comment je crache en couleur sur la gueule de ce crocodile qui rigole. C'était deux passages assez consistants de la symphonie du loup. On va passer à quelques passages du livre roman
plus ou moins poétique, les couleurs de l'hirondelle. Tu es agenouillé à quelques centimètres de la ligne blanche qui longe le quai de la voie 1 et marque la distance à respecter pour éviter les dangers à l'approche du train. Tu entoures de ton bras gauche les épaules et la nuque de ton filleul qui va avoir demain l'âge de 2 ans. Avec ta main droite, tu lui tiens sa main gauche. Il a le pouce droit dans la bouche. Il regarde les rails de la voie 1. Tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis, les rails, ce sont les rails sur lesquels se déplacent les trains. Ta fille s'approche de vous. Elle s'agenouille à son tour. Elle montre à ton filleul la ligne blanche peinte sur le quai de la voie 1. Elle dit, il ne faut pas dépasser cette ligne. Ton filleul la regarde, il écoute, il bouge ses pieds, il marche sur place. Tu as l'impression qu'il est ému par ces trains, par ces rails, par cette ligne blanche. Il tourne la tête vers sa maman qui parle avec ta femme et tes 2 filles. Un autre chapitre. Tu écris le mot chien et à la main, tu l'écris sur une page blanche A4. Tu vois ta main qui tient le stylo-bille, les 3 doigts de ta main droite qui serrent le stylo-bille et le dirigent sur la feuille. Tu vois la lettre C, puis la lettre H. Tu vois la lettre I, puis la lettre E. Et tu finis d'écrire ce mot chien. Tu vois la lettre N. Tu penses à la lettre N. Tu l'écris sur cette feuille, tu penses à cette lettre du mot chien, tu te dis que tu vas envoyer les mots à la récré, tu veux écrire et vivre la récréation des mots, tu écris encore une fois la lettre N sur la page où tu as écrit le mot chien. Tu prononces plusieurs fois dans ta tête le mot chien et la lettre N, et tu commences à libérer des mots et des lettres sur une feuille A4. N, ne, N, nager, non, moi, nonchalant, noyau de noix. N, nylon, N, nurse, nature, nimbe, N, ne, nocturne, N, nouveau, N, noce, N, naphtaline, N, navet, N, négocier, N, net, N, neutron, N, niveau, N, non-lieu, N, notre, N, non, N, nuit, N, nutritif, N, numéro. Un autre chapitre. Elle veut jouer avec toi au jeu de rimes. Elle dit, c'est toi qui commences, dis un mot. Tu dis cochon, elle répond tire-bouchon. Elle continue avec le mot califourchon. Tu prononces chausson, elle te dit, c'est pas bon. Il faut dire un autre mot, sinon tu as perdu. Tu dis bouchon, elle dit manchon. Tu dis, ça commence à être difficile. Elle sourit et dit, moi j'ai encore 2 mois en réserve. Vous faites la queue à la caisse du supermarché. Tu dis ronchon, tu dis baluchon, tu dis cruchon. Elle dit non. Tu n'as pas le droit de dire plusieurs mots de suite, tu as perdu. Vous êtes arrivé devant la caissière, elle commence à passer vos produits devant l'appareil pour enregistrer leur prix. Ta fille va vers la droite de la caisse, elle ouvre le sac à commission et elle met l'un après l'autre les produits dans le sac en papier. Tu entends la caissière te dire 52,80, tu sors ton porte-monnaie, tu lui donnes un billet de 50 et une pièce de 5. Elle te rend une pièce de 2 et une pièce de 20 centimes. Tu ranges les 2 pièces dans le porte-monnaie. Tu vas vers ta fille et tu lui récites à l'oreille. Mixte mémoire de M mouchoir, maraîcher M mar manoir, mini M minette milord,
Mouillement, motus. Mort. Moule, mot, moufle, mucus, mimétisme, minute, ministre, monceau. Un autre chapitre. Tu sors de l'appartement, tu laisses la porte entrouverte, tu traverses le hall d'entrée de l'immeuble, tu arrives à côté du mur sur lequel sont accrochées les boîtes postales des locataires, tu sors le trousseau de clés de la poche gauche de ton pantalon, tu cherches la petite clé de ta boîte postale, tu l'introduis dans la serrure de la boîte postale qui porte ton nom, tu ouvres la petite porte en tirant avec la clé, tu prends de ta main gauche le courrier, le journal quotidien 24 heures, une lettre de la gérance de l'immeuble, une lettre du pays d'origine et de la part d'un ami écrivain, une carte postale, invitation à un vernissage d'une exposition de peinture, une lettre avec la facture d'électricité du mois passé, une lettre de l'école de ta fille, un billet rectangulaire de couleur rose. Nous recherchons personnes sérieuses et motivées aimant le contact et le domaine du bien-être, nutrition, pour activités à domicile, complément de revenus ou indépendance financière. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Une lettre de la part du Papillon, la revue hebdomadaire d'un grand supermarché, une lettre d'un éditeur de Paris, une carte postale qui annonce la naissance d'un garçon, une lettre de l'administration du pays d'accueil. Un autre chapitre donc. Elle a 10 propositions imprimées sur une feuille A4. Elle doit lire ces phrases et elle doit dire par écrit si chacune des propositions est vraie ou fausse. Tout en haut de la feuille, il est écrit en grandes lettres, vrai ou faux. Elle lit, le nain est un animal, puis écrit à la droite de cette phrase, faux. Elle lit, le pinson est une personne, puis après le mot personne, elle inscrit faux. Elle lit, le peintre est une personne, le lynx est un animal, le pingouin est une personne, le cousin est un animal, l'Indien est une personne, le gamin est un animal, le poulain est un animal, Tintin est un animal. Et répond vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Un autre chapitre. Elle entre dans l'appartement. Te dit, je vais t'embrasser après, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Enlève son sac à dos d'école, le pose par terre, à côté du meuble où sont rangées les chaussures, ouvre la porte des toilettes et entre, faire ses besoins. Tu restes dans le hall et tu l'attends. Tu regardes le tableau du cheval et le paysage de montagne peint à l'huile. Tu penses aux parents qui, comme toi, attendent leurs enfants à midi et leur font à manger. Tu entends le bruit de l'eau du robinet de la salle de bain. Tu regardes le seau en cuivre rempli de parapluies. Tu la vois sortir des toilettes. Elle vient vers toi. Elle t'embrasse 3 fois sur les joues. Elle se penche vers son sac à dos, l'ouvre, sort une feuille A4 et te la donne. À faire, à apporter.
pour l'école. Une paire de pantoufles, un tablier, un tube de colle blanche, un paquet de stylos feutres épais, un paquet de mouchoirs en papier, une photo passeport. Pour la gym et la rythmique, un petit sac, une paire de pantoufles de rythmique, pas de semelle noire, un short, un t-shirt. Merci de mettre le prénom sur toutes les affaires de votre enfant et de les amener à l'école au plus vite. Merci pour votre collaboration. Maintenant, je vais vous lire, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si on a encore le temps, comment ça va. Très peu. Ah, j'ai des fourmis dans la jambe gauche, mais ça va passer. C'est un chapitre du prochain livre qui va sortir cet automne à Paris, le mois de septembre à la rentrée littéraire. Le livre s'appelle Le cri du barbeau. Donc la symphonie du loup, les couleurs de l'hirondelle, le cri du barbeau, le barbeau étant un poisson. Tu étais bûcheron et vous viviez à 8 dans la forêt pendant 6 jours sur 7. Vous aviez 2 wagons d'ouvriers à votre disposition. Ils étaient posés sur des piliers métalliques enfoncés dans le sol. C'était après tes 2 ans d'armée, tu avais postulé pour cette place. Opa, je vais interrompre l'alarme. C'était après tes 2 ans d'armée, tu avais postulé pour cette place au secteur forestier de la petite ville de ton enfance. L'entreprise employait plusieurs centaines de personnes dans la région. Tu t'étais retrouvé avec une vieille tronçonneuse russe sur les bras. Le parti unique donnait à tout le monde du travail. Tu avais pris cette tronçonneuse à la maison et le lendemain, tu étais allé avec elle sur ton vélo à 15 km de la maison de la grand-mère à ton boulot. Quand il t'avait vu arriver sur ton vélo de course plein de boue et avec cette relique de la technique, les habitués du bois avaient rigolé. Ils ne te donnaient pas plus de 2 jours avec eux. Ils étaient sûrs que tu allais vite craquer. Ils se marraient en te montrant du doigt. Il y en a même eu un jeune comme toi qui s'était approché à quelques centimètres de toi en faisant semblant de te renifler, en disant celui-là ne fait pas le poids de sa bicyclette. Tu n'avais pas le choix. Tu devais travailler comme tout le monde pour le parti unique. Il ne fallait pas devenir un parasite de la société. C'est comme ça que ton oncle disait quand il parlait de personnes qui ne voulaient pas travailler. Tu n'avais pas peur de travail. Tu avais été bûcheron avant l'armée et tes nouveaux camarades l'ignoraient. Tu connaissais le métier et les gens. Tu étais avec eux pour continuer simplement ta vie. Dans ton sac à dos militaire, tu avais mis du fromage blanc, du salami, des oignons, 2 pains et des livres de mathématiques. Tu voulais devenir ingénieur forestier, tu étudiais les branches demandées aux examens d'entrée à l'université. Tu avais pris ces livres avec toi à la caserne, tu ne renonçais pas à ton rêve, tu voulais connaître les arbres et les forêts. Le pays était en crise à cause du fait que le chef du parti unique avait décidé d'exporter presque la totalité de la production agricole. Le pain et beaucoup d'autres aliments étaient rationnés comme pendant la guerre. Vous n'aviez pas assez de nourriture au travail. Tes collègues plus âgés t'avaient dit que les gens du village proche de la forêt allaient venir vous apporter à manger 2 ou 3 fois par semaine. Les villageois venaient par groupe de 4 ou 5 et ils vous aidaient à nettoyer de leurs branches les troncs d'arbres abattus. Vous leur donniez ces branches et ils vous payaient avec des vivres qu'ils amenaient dans des gros paniers en osier. Pendant quelques heures, les villageois devenaient des ouvriers forestiers et ils vous aidaient à finir plus vite vos travaux. Ils coupaient les branches à la hache et ils les entassaient au bord du chemin forestier. À la fin de la journée, ils chargeaient leur bois dans des charrettes tirées par des chevaux
et ils vous laissaient comme cadeau les vivres préparés par leurs femmes et quelques bouteilles de vin fait maison. Ce jour-là, vous aviez fini vos réserves de nourriture au repas de midi et pour avoir à manger le soir, vous comptiez sur les villageois. Vous les attendiez pour 5 heures de l'après-midi. À la fin de votre travail, les villageois ne sont pas venus avec leurs paniers remplis de fromage, de poulet grillé, de lard, de pain et de bouteilles de vin. Vous étiez tous les 8 assis les uns à côté des autres sur 2 troncs d'arbres et vous parliez de ce qui aurait pu arriver aux villageois qui n'étaient pas au rendez-vous. Vous aviez faim et vous ne saviez pas où trouver à manger. La nuit est tombée et elle vous a trouvé assis sur vos lits dans le wagon forestier. L'un de tes camarades a allumé la lampe à pétrole, puis l'a suspendue au crochet du plafond. Vous aviez faim et vous ne parliez plus. Vous attendiez de vous endormir avec les estomacs vides. Le plus âgé d'entre vous a rompu le silence en disant « Moi, je sais ce que nous pouvons faire pour avoir à manger. Nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on vole de la nourriture quelque part. Si vous voulez, nous pouvons voler quelques oies dans un village qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici. Dans ce village, ils ont tous des oies. Chaque habitant possède un troupeau de plusieurs dizaines d'oies. Pendant la nuit, elles sont dans la basse-cour. Vous avez quitté vos lits et vous vous êtes retrouvés assis à la petite table installée au milieu du wagon forestier. Vous vous regardiez et vous avez commencé à faire un plan pour voler des oies. Vous avez décidé que 3 d'entre vous devaient partir pour voler des oies et que c'était toi qui devais conduire le tracteur forestier. Tu as pris le volant et les 2 autres sont installés à genoux dans le petit espace derrière le siège. Tu as allumé le moteur et les phares, puis tu as démarré. Après quelques minutes, vous avez quitté la forêt et tu roulais sur la route asphaltée qui reliait plusieurs communes. Vous avez traversé 2 villages et vous étiez tendu. Vous saviez que dans le hameau suivant, il y avait les oies. Il n'y avait pas de réverbère au bord de la route. Tu as ralenti et vous regardiez dans les cours et vous voyez les troupeaux d'oies dans le noir. Tu as tourné le tracteur sur la route, tu as arrêté le moteur, tu as éteint les phares et vous êtes descendus tous les 3. Vous avez sauté par-dessus la barrière en bois. Les oies ont commencé à faire du bruit. Chacun a foncé dans le troupeau d'oies et attrapé un animal par les ailes. Chacun a tordu le cou de son oie. Vos habits de travail sont tachés de sang d'oie. Chacun est repassé par-dessus la barrière avec une oie morte dans les bras. Vous êtes monté vite dans le tracteur. Tu as démarré et tu as roulé les phares éteints pendant quelques kilomètres. Les villageois s'étaient réveillés et certains criaient fort « Au voleur, au voleur !» Pendant 2 heures, vous avez préparé les 3 oies. Vous les avez plongées dans de l'eau bouillante. Vous les avez déplumées, puis vous les avez vidées de leurs entrailles. Le plus âgé les a découpées en morceaux que vous avez grillés sur des braises et dans une grosse marmite, il a mis de la viande pour la soupe. Vers 3 heures du matin, vous vous êtes endormi avec les estomacs pleins. C'était déjà le dimanche. Vous pouviez dormir beaucoup plus que d'habitude. Vers 10 heures du matin, vous vous êtes fait réveiller par des voix qui parlaient à côté des wagons forestiers. Il y avait votre ingénieur en chef, un policier du parti unique, un policier du parti unique et un politicien du parti unique. Ils avaient été alertés par les villageois, ils avaient trouvé vos traces, ils étaient venus vous demander des comptes. Vous étiez devenus des bûcherons voleurs d'oies. Ils vous ont fait sortir de vos abris et ils vous ont dit de vous mettre en ligne comme à l'armée, à côté de l'un des wagons forestiers. Le plus excité d'entre eux était le politicien du parti unique. Il criait sans arrêt « Des voleurs, vous êtes tous des voleurs et vous allez faire de la prison. C'est ça que vous méritez. »
Le policier du parti unique avait l'air de s'ennuyer dans son uniforme. Il restait à distance et il regardait les arbres. De temps en temps, il faisait quelques pas vers les tonneaux de 200 litres remplis de mazout. Puis il revenait à côté du tracteur. L'ingénieur en chef du secteur forestier ne parlait pas. Il vous passait en revue en s'approchant de chacun. Il vous regardait dans les yeux, il regardait vos gueules et vos habits, il regardait vos chaussures lourdes et usées d'ouvriers forestiers. Il se sentait responsable de vos actes. Après quelques minutes, il a parlé. Qui a volé des oies la nuit passée? Un pas en avant. Tu as été le premier à faire ce pas en avant sur les feuilles mortes de chêne qui couvraient le sol. Tout de suite après toi, les deux autres voleurs d'oies ont fait un pas en avant. Le propagandiste du parti unique est venu vers vous en criant « Voilà les coupables, voilà les minables qui ne se comportent pas comme des vrais travailleurs. » Tu as vu que le plus âgé a fait un pas en avant lui aussi. Il l'a fait en disant « C'est moi qui ai eu l'idée de voler des oies. C'est moi qui leur ai dit d'aller dans ce village. » Tous vos camarades ont fait un pas en avant. Ils disaient, nous avions faim, nous n'avions plus rien à manger. Les gens du village ne sont plus venus comme d'habitude avec de la nourriture. Votre ligne entière avait fait un pas en avant. Tu remémores tes gestes et tes sensations de voleur d'oies. Tes doigts touchent encore le coup de l'oie que tu as tué. Tu sens son plumage fin. Tu serres tes doigts sur ce cou et tu le brises, tu arraches la tête de l'animal du reste de son corps, tu sens le sang de l'oie sur tes doigts et sur la paume de ta main droite, tu entends les cris de ces oies de basse-cour, tu vois encore les lumières qui s'allument dans les maisons, tu entends des voix qui disent « Il y a des voleurs dehors !» Le représentant politique du parti unique regarde vers le policier du parti unique et lui dit « Il faut les arrêter, tous !» Ils font de la rébellion maintenant. Ils nous provoquent, ils nous narguent. Le policier du parti unique regarde vers l'ingénieur forestier. Votre chef s'éloigne de votre ligne et leur fait signe de la main pour qu'ils le suivent. Vous les voyez tous les trois s'arrêter à une vingtaine de mètres de vous et parler à voix basse. Ils font des gestes de leurs mains, ils sont en train de décider de votre sort. Tu reconduis le tracteur vers votre champ d'ouvrier. Le volant est taché de sang d'oie qui coule de tes mains. Une oie morte est posée entre les pédales du frein et de l'embrayage. Tu te concentres sur la route que tu distingues à peine. Tu roules avec les phares éteints. Tu amènes à manger à tes collègues de travail. Tu viens de passer ton baptême de survie. Vous les voyez s'approcher de votre ligne. Ils se sont mis d'accord sur la marche à suivre. Vous êtes conscient qu'ils ne peuvent pas vous faire arrêter. Vous ne voulez pas aller en prison parce que vous avez volé pour survivre. Ils s'arrêtent à un pas de vous. C'est l'ingénieur en chef du secteur forestier qui vous parle. C'est pas bien ce que vous avez fait. Maintenant, il faut dédommager le paysan auquel vous lui avez volé 3 oies. Il faudra lui apporter 2 mètres cubes de bois avec le tracteur. Vous allez le faire de suite. Vous êtes comporté très mal. Il fallait nous dire que vous n'aviez plus à manger. Cette fois-ci, nous pardonnons l'écart. C'est la première fois de ma carrière que je suis confronté avec une situation pareille. Il ne faut pas que cela se reproduise. Rompez. Merci beaucoup. Merci.